La création de deux monstres par les États-Unis d'Amérique. Tout commença le 25 décembre 1979. L'URSS envahit l'Afghanistan et mène une guerre contre les moudjahidines afghans. Mais les États-Unis d'Amérique ne voient pas d'un bon œil l'invasion de l'Afghanistan par les Russes, proches de ses alliés pakistanais et d'Arabie Saoudite. Alors le gouvernement du président américain Jimmy Carter décide d'apporter son soutien aux moudjahidines afghans. Alors cet homme, alors conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis Jimmy Carter, avec l'aval de la CIA, forme et arme les moudjahidines. Le voici avec un certain Oussama Ben Laden. Ben Laden, commandité par un prince saoudien, organise le départ et l'installation des moudjahidines du monde entier à la frontière du Pakistan. Après 10 ans de guerre, l'armée rouge de l'URSS recule les talons et quitte l'Afghanistan. En 1989, le retrait des Russes du pays et au vu de la République islamique d'Iran, pays voisin, et contre une nouvelle invasion des Russes, les États-Unis concluent de soutenir les moudjahidines afghans maintenant au pouvoir. Et voient l'arrivée des talibans et du Mollah Omar à sa tête, où le peuple afghan est régi par la charia. Une vie difficile à vivre. Pendant ce temps-là, Oussama Ben Laden créa Al-Qaïda, premier monstre créé par les États-Unis d'Amérique. Des camps d'entraînement pour soldats du monde entier voient le jour en Afghanistan. 1993, Al-Qaïda est soupçonné d'être à l'origine de l'attentat contre le World Trade Center à New York. L'ONU n'entame aucune action militaire contre la dictature fondamentaliste talibane, surtout pour les femmes qui sont prises pour cible à n'importe quelle raison. Il faudra attendre le 11 septembre 2001 et les attentats contre les États-Unis pour que le gouvernement de George W. Bush prit la décision d'entrer en guerre contre les talibans, pour aller déloger Ben Laden et ses camps d'entraînement. Une guerre éclair de 2 mois écarta les talibans du pouvoir, mais ne permet pas la chute de Ben Laden et des talibans du Mollah Omar. Décembre 2001, l'instauration d'un gouvernement provisoire dirigé par Hamid Karzai, toujours président actuel du pays. L'histoire aurait été belle si elle s'était arrêtée là, mais non. Les États-Unis du gouvernement Bush créa de toutes pièces un rapport présenté à l'ONU voulant nous faire croire que l'Irak de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive pour pouvoir les attaquer. Malgré le refus de l'ONU, les États-Unis soumit le Sénat américain au vote pour la guerre contre l'Irak, qui accepta sans hésiter. Mais pourquoi? George W. Bush et plusieurs de ses administrateurs ont des liens directs ou indirects avec les lobbies pétroliers et celui de l'armement. Donc une guerre en Irak ne peut être que bénéfique pour leur portefeuille. Après 1 mois et demi de guerre, la chute de la dictature de Saddam Hussein libère le peuple chiite et kurde de l'oppression du parti bassiste majoritairement sunnite. Avec un petit plus, cela n'est pas de refus pour les Ricains. Le 1er mai 2003, George W. Bush se pavoise d'une mission accomplie. Mais rien n'est fini pour les États-Unis, ce n'est qu'un début. En décembre 2003, les États-Unis ont une bonne nouvelle pour l'Irak. Saddam Hussein est enfin arrêté dans une cache en pleine campagne irakienne. L'ancien chef d'État n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais s'il n'y avait que ça, les Américains commettent plusieurs erreurs. Premièrement, occuper le pays comme un pays colonisateur. Deuxièmement, libérer les prisons des anciens détenus politiques du parti basse de Saddam Hussein, dont font partie plusieurs criminels. Troisième, les tortures effectuées dans la prison d'Abu Ghraib. Un problème se pose alors aux États-Unis. Dans un pays majoritairement chiite, les gouvernements provisoires successifs sont tous sunnites. Une insurrection chiite éclate et finit en guerre civile. Les Américains tentent bien que mal d'arrêter cette guérilla, mais en vain. En décembre 2006, Saddam Hussein est exécuté par pendaison le 30 de ce mois-ci. Après 5 années d'oppression sur le peuple irakien, de guerre contre les factions terroristes, certains membres d'Al-Qaïda en Irak et d'autres factions se regroupent derrière un homme, Abu Bakr al-Baghdadi. Le 18 décembre 2011, le gouvernement de Barack Obama décide de quitter l'Irak, qui coïncide à la levée du peuple syrien pendant le printemps arabe de 2011. Et ce n'est que 2 ans après le départ des Américains du sol irakien que le deuxième monstre créé par les États-Unis vit le jour. L'État islamique en Irak et au Levant le 9 avril 2013, dirigé par le calife Abu Bakr al-Baghdadi. Nous sommes entrés dans le 3e millénaire avec une guerre des civilisations qui pourrait bien être la 3e guerre mondiale.